Donc, on parlait tout à l'heure aussi de technologie. Donc, il y a eu on va dire, on avait commencé, ou du moins on réfléchissait. Après, il y a eu l'élément, on va dire, le déclic de la pandémie. Et on a vu une transformation notable dans le secteur bancaire. Donc, il faut dire que le secteur bancaire était prêt, finalement, et que tout s'est fait très, très vite. Donc, aujourd'hui, les technologies qui ont émergé, les nouvelles branches, les nouvelles pratiques, etc., ces technologies-là, c'est-à-dire avec l'essor notamment des fintech, quelles sont les nouvelles tendances? On était il y a quelques temps encore au GITEX et tout. Au GITEX, on a vu plein de belles choses, plein d'annonces. Quelles sont les tendances? Vers quoi se dirige-t-on dans l'activité financière, dans l'activité bancaire? Peut-être sur le sujet, c'est de revenir avant le Covid, ce que faisait le secteur bancaire pour le digital, enfin sur le digital, concernant les services rendus à la clientèle. C'était pas, on va dire, un problème de technologie, c'était plus, on va dire, un cadre réglementaire qu'il fallait à l'époque faire évoluer, parce que ce qui était permis aux banques, c'est uniquement de permettre aux clients une fois qu'il a, on va dire qu'on lui a ouvert un compte, c'est de lui permettre de faire des transactions financières sur le digital. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait, enfin, on a assisté quand même à une évolution très intéressante des transactions sur le digital. Lorsque je parle des transactions, enfin, paiement des factures, les virements, enfin, on va dire des transactions traditionnelles. Avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on a vu qu'une explosion des transactions financières sur le digital. Avant, l'évolution réglementaire. Parce que les clients étaient dans le besoin, ils ne voulaient pas se déplacer, ils faisaient tout de chez eux, et donc ils étaient quelque part, et donc les gens commençaient à goûter, on va dire, aux avantages du digital, et on a assisté à une explosion des transactions sur le digital. Dans la foulée, la Banque centrale a sorti des circulaires qui autorisaient les banques à, on va dire, entrer en relation, enfin à gérer la relation d'une manière totalement digitale, avec les clients. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un compte, on peut souscrire des produits d'une manière, on va dire, totalement digitale, bien sûr en respectant un certain nombre de règles, mais en s'appuyant sur des outils technologiques. On va dire, le changement majeur, c'est l'authentification du client. On devait, par le passé, il faut qu'il vienne en agence pour qu'on puisse l'authentifier, l'identifier. On sait que telle personne, c'est bien lui, avec la photo, avec la carte nationale. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'avec les circulaires de la Banque centrale, tout ça, on peut le faire maintenant à distance. Et donc, on peut effectivement faire de l'authentification, l'entretien à distance. Donc, aujourd'hui, on a une digitalisation totale de la relation, et ce qui ouvre énormément, c'est pourquoi on parlait des banques digitales. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une banque. Pour le client, n'a pas besoin de venir en agence. Il peut, on va dire, avoir ses services totalement d'une manière digitalisée. Donc ça, quand même, a introduit un changement majeur au niveau du secteur bancaire. Pas uniquement d'ailleurs au secteur bancaire, parce qu'il y a les établissements de paiement, il y a les autres, enfin d'une manière globale. Alors par rapport au fintech, d'ailleurs, on était dans le GITEX récemment. Ce qui s'ouvre aujourd'hui, surtout les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, on a des start-up, des entreprises, d'ailleurs marocaines, qui de plus en plus développent énormément de services basés sur le digital et sur l'intelligence artificielle, qui peuvent aider les banques à développer davantage leurs services et surtout réduire leurs coûts, et ce qui permettra, on va dire, de participer et d'accélérer l'inclusion financière. Même au niveau du point relatif dont vous parliez tout à l'heure, à l'éducation financière. Absolument, absolument. Et je pense que la Fondation marocaine d'éducation financière travaille énormément sur ces sujets-là. D'ailleurs, elle est partenaire de l'ensemble des acteurs. Nous, on travaille avec eux.
l'intelligence artificielle, c'est un levier de développement de l'éducation financière. Elle va aider énormément, en tout cas, au niveau de l'éducation financière. Peut-être juste pour compléter par rapport à ce qu'a dit Sid Moussaoui, et sur le digital d'ailleurs. Moi, j'adore dire qu'en fait, les technologies, ce qu'on fait maintenant, c'est en fait tirer profit de l'amélioration de la technologie. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on était dans le préhistorique avant le Covid. Ce n'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de technologies. D'ailleurs, je vais donner un exemple qu'on a tendance à oublier. Je donne l'exemple des chèques. Les chèques, avant la mise en place par la Banque centrale, sous l'impulsion de la Banque centrale, du groupement pour la télécompensation des chèques et des virements, etc., avant, la Banque centrale gérait les chambres de compensation manuelle avec des délais de règlement quand la Banque centrale n'était pas prête dans une place, ce qu'on appelle les places bancables, les délais de règlement pouvaient aller de 15 jours à 60 jours facilement. Mais pourquoi on n'était pas à l'époque dans l'échange dématérialisé? C'est parce que la technologie et les réseaux télécoms ne le permettaient pas. On n'était pas à ce niveau quand même de technologie qui faisait qu'on pouvait le faire. Quand la technologie l'a permis, quand la signature électronique aussi était là, l'ensemble de ces choses ont permis facilement d'aller à la télécompensation. Bien sûr, il y avait beaucoup de complexité, mais on a géré ça ensemble et maintenant on est... maintenant, comme toute transition, c'est normal. Clairement. Et donc, au fait, là, ce qui est important, c'est se dire que tant que la technologie est là et permet de faciliter l'adoption d'un certain nombre de services et d'améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit le régulateur ou les acteurs privés doivent tirer profit de cette accélération. Le Covid, mais c'est au fait grâce aux technologies qui étaient là et d'ailleurs qui étaient mises en œuvre par les uns et les autres, parce que sinon on n'aurait pas pu travailler ensemble, on n'aurait pas pu faire l'opération Tadamon, et je reviens à ce que l'opération Tadamon, on a tendance à l'oublier et à oublier toute la complexité derrière et au fait à oublier qu'en fait les infrastructures qui étaient là, grâce d'ailleurs au réseau des banques, au réseau des établissements de paiement, au réseau des AMC, à cet pilotage, on y revient, régulateur, acteur privé, qui a permis de faire une opération qui a servi à les 5,6, je pense, millions de ménages dans un temps assez court. C'était un record. Donc voilà. Donc, la technologie permet d'accélérer les choses et au fur et à mesure, il y a de nouveaux paradigmes qui arrivent et toute l'intelligence, au fait, c'est de voir comment on peut tirer profit de ça, tout en, bien sûr, en faisant cette balance, c'est le rôle un peu de régulateur, entre les avantages et le risque. Parce que c'est pas juste d'adopter une technologie pour l'adopter, c'est véritablement de tirer profit de la technologie au profit des utilisateurs. Les fintechs sont venus, c'est aussi quelque chose qui est arrivé dans la foulée, dans le temps. Moi, j'adore dire qu'en fait, les premiers fintechs que nous avons, on était précurseurs aussi, il ne faut pas l'oublier, l'établissement de paiement, c'était des fintechs. L'ouverture de ces acteurs et le fait d'avoir introduit une réglementation au niveau de la loi bancaire pour permettre à ces agents, à ces acteurs non bancaires pour offrir des services de paiement, c'était aussi donner un cadre réglementaire adapté pour que ces gens-là puissent apporter un service et une valeur ajoutée à une population déterminée. Donc ça, c'est... Et on continue dans ça. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons... on va dire un service dédié à l'accompagnement des fintechs. Et dans le rôle, c'est quoi? C'est au fait d'être un canal unique où les fintechs viennent taper parce qu'ils ont besoin, parce que ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, ils ne savaient pas où se tourner, même pour comprendre la réglementation en vigueur. Donc, il fallait comprendre la réglementation en vigueur, il fallait leur donner ce canal-là pour qu'ils viennent discuter avec les régulateurs, etc. Et ça permet aussi aux régulateurs en tant que tels de nous
comprendre de nouveaux besoins, de comprendre de nouvelles doléances et de comprendre si, oui ou non, on doit aller vers une réforme réglementaire ou pas. D'ailleurs, nous avons vous avez demandé tout à l'heure les fintechs, dans quoi elles sont. 80% des fintechs que nous avons reçus sont sur les paiements. Sur qu'est-ce qu'on peut... ça tourne beaucoup autour du paiement mobile, ça tourne autour d'offrir des services pour faciliter l'acquisition. Quand je parle d'acquisition, c'est en fait les outils d'acceptation des commerçants. Donc 80%, c'est les paiements. C'est aussi, et ça c'était aussi, c'est pour ça qu'on est parti sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour le crowdfunding. C'était aussi dans ce cadre de cet échange, de ce dialogue également avec les fintechs. Et donc, nous comptons beaucoup sur cette, on va dire cette effervescence pour véritablement, c'est pas juste de dire qu'on est d'un point de vue technologique, mais en fait, tirer véritablement les avantages de ces acteurs pour améliorer les services pour les utilisateurs. Mais au final, en fait, il ne suffit pas d'avoir une dynamique et une effervescence de fintech, d'une part, et d'avoir, de l'autre part, des acteurs financiers, qu'ils soient bancaires ou autres, des acteurs financiers qui sont très avancés, qui ont de belles visions, qui ont des moyens, clairement, qui ont un maillage, etc. Le tout, en fait, est de jeter ces passerelles et de pouvoir construire ensemble des projets communs et de développer des solutions nouvelles. Donc, et c'est là où je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire pour qu'on ait des choses nouvelles, justement, ces projets nouveaux? Oui, monsieur. Peut-être une phrase que je donnerai à Xavier, c'est continuer dans cette dynamique d'avoir ce qu'on appelle des politiques holistiques, avec un dialogue acteurs publics, acteurs privés, pour mettre en cohérence un certain nombre de mesures et de réfléchir ensemble. Réfléchir ce qu'il faut faire, parce que parfois les acteurs privés veulent faire des choses, mais peut-être la réglementation ne le permet pas, ou ils ont besoin d'incentives gouvernementales, un certain nombre de choses. Donc si on ne met pas autour de la table ce dialogue public-privé, c'est très difficile d'avancer. Le cadre justement de la stratégie nationale permet ça, effectivement. C'est dans ce sens. Moi, je voulais dire qu'on vit un moment passionnant, parce que on est dans une révolution avec le développement des fintech, des agtech, des assurances tech. Et on n'a peut-être pas la mesure de ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, c'est pas le reflet de ce qui s'est passé dans les 10 dernières. Donc il y a une accélération. Mais à quoi ça roule tout ça? Ces tech, à quoi elles roulent? Elles roulent avec de la data. S'il n'y a pas de data, on ne va pas pouvoir bien implémenter des bonnes solutions pour les clientèles que l'on veut servir. Et là, de qui on parle? On reprend les axes de la SNIF. On parle des jeunes, on parle des TPE, on parle des femmes, on parle de des petits exploitants agricoles. Là, on n'a pas beaucoup de data. Et si on veut changer de business model, il faut changer de méthode d'appréhension de la clientèle. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir uniquement prêter contre des garanties. On va essayer de traiter sur des informations que j'ai de la clientèle. C'est-à-dire, si je sais que la personne, elle a remboursé toutes ses factures d'électricité ou elle a payé in time, à l'heure, tous ces paiements qu'elle avait au mobile, à l'agent de son souscripteur de téléphone, ça va me donner confiance pour moi lui faire un crédit. Rapproche du profiling. Là. Voilà. Mais voilà, la grande révolution qui va arriver, c'est la data sur ces populations. Et là, en ce sens-là, c'est là où le chantier de la Banque centrale a été très important, c'est-à-dire de développer ce qu'on appelle l'infrastructure financière. Oui. L'infrastructure financière, c'est-à-dire les bureaux de crédit, le registre électronique de sûreté,
Et la nouvelle loi sur le bureau de crédit va permettre la collecte de données non bancaires, c'est-à-dire justement ses habitudes de paiement, de différents grands facturiers. Et ça va permettre vraiment un nouvel essor de la finance. Et c'est ce qui va nous permettre de passer de 44 à 66, là, on espère, l'année prochaine. Et je voudrais aussi dire que, parce qu'on a une start-up, une fintech ici, on a la chance d'avoir au Maroc de très belles fintech qui ne sont pas forcément conduits à être absorbés par les banques, qui peuvent grandir elles-mêmes, qui peuvent être des établissements de paiement et qui peuvent concurrencer les banques. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait une concurrence, parce que c'est cette concurrence qui va créer de l'innovation, qui va créer un meilleur service. Et c'est ça qu'il faut, dans le cadre de la stratégie d'action financière qui a déjà pensé ça, favoriser. Mais je voudrais mentionner Chari ici, qui est quand même une super fintech, mais aussi Sowit, qui dans l'agtech fait quelque chose vraiment d'extraordinaire, justement en collectant de la data sur les petits fermiers pour permettre aux banques, aux institutions financières de leur prêter, ce qui est chose qui n'est pas possible aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment des super innovations.